Bonjour Cyrus Farangui, bienvenue sur Game Changer. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours? Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. J'exerce le métier de consultant depuis une quinzaine d'années, après un parcours académique dans une formation d'ingénieur, puis un master en développement économique. Donc j'ai à la fois une sensibilité un peu technique et une sensibilité un peu économique. Je suis consultant plutôt généraliste, assez touche à tout, mais j'ai une activité majeure dans le domaine de la transition écologique et le conseil sur les sujets environnementaux, énergétiques, climatiques, soit en tant qu'évaluateur de projets publics ou privés de transition ou de projets de loi aussi. Ça m'arrive de faire des évaluations économiques, sociales, environnementales, soit de projets de loi, soit de projets d'intérêt général de toutes sortes. En parallèle, je tiens un blog, un podcast, aussi une chaîne YouTube sur ces sujets-là, où j'invite souvent des professionnels du monde, soit de l'énergie, de l'agriculture et autres, à s'exprimer sur ces sujets-là. Je fais une veille assez régulière pour moi-même aussi vulgariser, informer et prendre des positions parfois fortes sur ces sujets-là. Tous réseaux sociaux confondus, je dois compter environ 25 000 abonnés. Je ne suis pas énorme, mais je pense un endroit stratégique dans lequel œuvrer, c'est LinkedIn, donc un réseau social professionnel. Et je constate depuis quelques années que les idées autour de sujets comme la sobriété ou la régulation politique de nos consommations de ressources, le sujet des limites planétaires, et les risques liés au dépassement de ces limites planétaires font leur chemin de plus en plus rapidement dans le monde professionnel. Pour donner un exemple, encore hier, je lisais le président de BPI France qui affirmait que le temps du radicalisme est venu. C'est un peu à la faveur si on peut parler ainsi, de la guerre en Ukraine, mais pas que. C'était déjà en train d'émerger avant, et les choses, je trouve, s'accélèrent, ce que je trouve être une bonne chose, et je me sens moins seul, pour moi qui m'intéresse à ces sujets depuis une quinzaine d'années, moins longtemps que certains, mais plus longtemps que d'autres, et pendant un moment, je me sentais un peu comme un ovni, et c'est moins le cas maintenant, et je constate que le monde professionnel, donc les entreprises et la fonction publique, sont de plus en plus ouverts à d'autres scénarios que ceux auxquels on a été longtemps habitués. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis enseignant aussi à l'EM Lyon, où j'enseigne la stratégie prospective d'entreprise, notamment autour du sujet des futurs durables. Donc j'ai le plaisir d'enseigner ces sujets-là à des étudiants de troisième année, donc post-prépa, et de master. Comment en êtes-vous, vous en êtes arrivé à vous intéresser au sujet des limites planétaires, de la transition? Quels ont été les moyens qui vous ont amené à vous intéresser à ces sujets-là? Tout à fait. Je pense qu'il y a eu une vague de sensibilisation, il y a près de 50 ans avec le rapport Meadows, donc le premier qui parlait des limites planétaires et des limites à la croissance. Moi, je suis trop jeune pour avoir connu cette période-là, mais je vois certains de mes aînés qui sont issus de cette vague-là. Puis on a un peu oublié, alors ça avait fait son effet à l'époque, mais rapidement on s'est dit, quand même, on est en pleine croissance, on est en train de sortir des gens de la misère, tout ça c'est gentil, mais on verra bien. Globalement, si je caricature un peu. J'ai senti une autre vague venir au milieu des années 2000. Alors, je fais partie de celle-là, donc autour de 2005-2006. Alors, c'est un mélange de plein de choses, à la fois de travaux scientifiques et de travaux de vulgarisation et de militants environnementaux qui œuvraient à l'époque. Je pense qu'à l'époque, c'était la sortie du 4e rapport du GIEC qui commençait à se faire vraiment très, très affirmé sur, là, quand même, on commence à être assez sûr que, un, c'est lié à l'homme, et deux, c'est potentiellement une question de sécurité. Donc c'est avec des impacts graves. Donc ça m'avait marqué. Il y a eu un film de vulgarisation par Al Gore, Une vérité qui dérange, avec une sorte des approximations à l'époque, mais ça m'avait quand même marqué. Il y a le film Home de Yann Arthus Bertrand. Et évidemment, le travail de longue haleine de Jean-Marc Jancovici. À l'époque, il avait publié Le Plein, s'il vous plaît, qui m'avait fait prendre conscience non seulement des sujets climatiques, mais aussi des questions énergétiques et l'importance du pétrole dans nos vies.
est venu se rajouter vers 2007 un discours d'un certain Yves Cochet, déjà très apocalyptique à l'époque, qui a annoncé un effondrement imminent, la descente dans la barbarie, etc., parce qu'on allait manquer de pétrole. Ça ne s'est pas produit, mais ça m'a quand même mis un coup de pied aux fesses. Et voilà, je pense qu'il faut faire attention avec ces approches-là un peu exagérées qui peuvent aussi envoyer le mauvais message, voire être repris par une certaine extrême droite, voilà, qui va l'interpréter à sa manière. Ou d'autres extrémistes d'ailleurs. Néanmoins, ça m'avait quand même sonné les cloches, et si on voilà, aussi faire prendre conscience de l'importance du pétrole dans nos vies et en général des ressources, et se reconnecter au fait que toutes nos vies reposent sur une épaisse couche de consommation énergétique et matérielle qui est limite hors de nos décors, qu'on prend pour acquise. Donc voilà, milieu années 2000. J'avais commencé plutôt avec une approche très, limiter sa propre consommation, faire mon propre bilan carbone à l'époque, des choses comme ça, donc manger moins de viande, des petites choses comme ça. Puis je me suis engagé en 2012, dans du conseil en RSE, dans le cabinet Ernst & Young, une période assez croissance verte. Donc j'ai fait des études au bénéfice d'industriels, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables, que je continue de soutenir parce que ça fait partie de la solution, mais peut-être avec moins d'optimisme qu'avant, et c'est pas de leur faute, c'est que ce sont des solutions qui comportent aussi leurs limites à elles. Ça s'est quand même beaucoup accéléré depuis 2017-2018, où il y a toute une série de nouvelles personnes. Alors je pense qu'il y a eu par exemple le livre de Pablo Servigne qui a aussi sonné les cloches à pas mal de monde, l'ascension de Jean-Marc Jancovici avec un autre livre qui est venu un peu sonner les cloches, donc Dormez tranquille jusqu'en 2100. Donc à la fois le monde professionnel, puis aussi le citoyen moyen a commencé à prendre une claque. Et moi je pensais que tout le monde était au courant de sujets comme le changement climatique, les limites énergétiques, parce que c'était quand même assez présent dans les journaux. Mais en fait je me rends compte vers 2017-2018 que beaucoup de gens l'apprennent ou ne l'avaient pas intégré, comme quoi ce serait un sujet qui allait impacter leur propre vie, voyez ça comme lointain. Et donc, comme beaucoup de gens arrivent nouvellement, encore plus en 2020 où beaucoup de gens ont eu aussi l'occasion d'y réfléchir pendant les confinements, et ben ça apporte des idées nouvelles, et donc pour moi-même ça accélère les choses, et mon engagement s'est aussi accéléré à ce moment-là où je vois de nouvelles personnes y arriver. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose, même si ça reste quand même très centré sur le climat. J'ai un peu ce biais-là aussi, mais j'essaie de faire le lien entre les sujets climatiques, énergétiques, l'eau, l'agriculture, la sécurité et la justice sociale. Donc tout ça est lié. Voilà, on peut se plaindre que les esprits sont très concentrés sur le seul sujet climatique. Je suis là, moi, franchement, on part de loin, on partait de très très loin. Donc le GIEC est permis de donner de la crédibilité au sujet des limites planétaires, certes, beaucoup sous l'angle climatique, franchement, on prend. Et deuxièmement, le climat est quand même une bonne porte d'entrée pour traiter d'autres sujets liés aux limites planétaires, sans rentrer dans le détail, mais quand on lit le rapport du GIEC, ça parle aussi de biodiversité, de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, et ça fait le lien entre ces sujets, les liens de cause à effet, dans les deux sens. Voilà, on pourrait rentrer dans le détail, mais je trouve que ce sont de très très bons rapports à lire comme porte d'entrée dans des sujets qu'on évoque ici, et c'est très solide. Évidemment, ça ne suffit pas, il faut se documenter aussi sur les autres sujets liés aux limites planétaires. Depuis, vous avez créé Plan B. Donc, en premier lieu, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a amené ? Quelles sont vos motivations derrière Plan B ? Et quelle est la mission de Plan B actuellement ? Ouais, bien sûr. Je me la pose tous les jours et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Alors, on va dire, j'ai des posts sur les réseaux sociaux, on va dire, quotidiens, de l'ordre de 2-3 000 caractères, c'est quasiment la taille d'un article, qui vont faire de l'ordre de dizaines de milliers de lectures, mais peut-être pas au-delà de 50 000. C'est pour dire, je ne suis pas énorme, mais je pense que c'est important qu'il y ait plein de petites personnes qui s'expriment et qui mobilisent autour d'eux leur petite
communauté. Malheureusement, si les médias et les politiques faisaient leur travail d'information, on aurait peut-être moins à le faire, mais qu'ils le fassent ou pas, c'est quand même important aussi que les gens retranscrivent à leur échelle, donc ça, je trouvais ça important. Après, il y a effectivement le podcast et la chaîne YouTube, où c'est une audience plus restreinte, de l'ordre de milliers, je pense, de gens qui prennent vraiment le temps de vouloir un peu plus rentrer au fond des choses, qui veulent y passer 1h30 à écouter toute une interview avec des spécialistes. Et en fait, l'idée m'est venue du fait de rencontrer beaucoup de professionnels sur LinkedIn dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, etc., qui disaient des choses très, très intéressantes et qui, malheureusement, tenaient des discours très basés sur parfois de la vulgarisation scientifique. Tiens, j'ai lu le rapport RTE, et je pense que ça vaudrait le coup de propager le message davantage, de manière à la fois vulgarisée, mais aussi technique, en rentrant au fond des choses. Idem des discours sur l'agriculture qu'on ne voyait pas dans les médias de masse. Mais c'est dommage, on voit des journalistes, soit très généralistes, soit des chroniqueurs qui ne comprennent rien à ce qu'ils racontent, s'exprimer sur tout un tas de sujets. Ils sont capables du passé, du Covid au climat, sans rien connaître de rien. À côté, on voit des vrais professionnels qui travaillent dans les secteurs d'activité et qui ne sont pas médiatisés. Et je trouve intéressant et important que des professionnels dans les secteurs directement s'expriment. Donc c'est une des motivations, simplement diffuser le message. Il y a d'autres objectifs aussi. Je pense qu'il faut aussi, alors sans aller dans des confrontations violentes, il y a une bataille culturelle à gagner sur la prise de conscience des limites à la croissance. Et ces idées, je trouve, s'installent dans beaucoup de milieux, la défense, le milieu de l'énergie, où ça a déjà été présent longtemps. L'agriculture, et après des secteurs plus éloignés comme l'informatique, les assurances, la banque. Voilà, il y a des manifestations parfois assez spectaculaires comme les désertions des étudiants que je soutiens, tout comme je soutiens ceux qui cherchent à changer le système de l'intérieur. Je vois des gens opposer les deux démarches, alors qu'à mon sens, elles sont plutôt complémentaires. Il faut à la fois faire des choses hors système et essayer de le changer de l'intérieur. Les deux sont complémentaires. Voilà. Je pense qu'il y a une bataille des idées à gagner et j'ai plutôt l'intention de ne pas la perdre. Et ça, c'est important. Je pense aussi important de mobiliser les énergies autour d'objectifs à court, moyen, long terme, sans quoi on finit par épuiser les gens. Alors moi, je vois des combats parfois un peu abstraits comme je sais pas, abattre le capitalisme ou abattre la civilisation thermo-industrielle. Je ne sais quoi d'autre il faut abattre. Outre le fait que je ne vois pas trop où ça va, quels sont les objectifs intermédiaires, quand bien même ce serait une bonne idée? Je donne un exemple extrême, mais parce qu'on voit de tout aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors que je trouve important de déjà signaler quand il y a des petites victoires, régulièrement, voilà, tous les 6 mois ou tous les 1 an, tous les 2 ans, on obtient ça. Maintenant, le prochain objectif, ce serait ça. Je vais donner un exemple, par exemple, sur un combat qui est à la fois celui du bien-être animal et de la préservation de l'environnement, qui est la restriction de certaines formes d'élevage intensif. Voilà, on est passé d'une prise de conscience où les sondages indiquent que maintenant les Français en 5-10 ans ont radicalement changé de point de vue sur l'élevage en batterie de poulet ou l'élevage de porc sur caillebotis. Voilà, il faut continuer la pression jusqu'à interdire certaines formes d'élevage et je pense qu'on peut nourrir raisonnablement l'espoir que d'ici 5-10 ans, il n'y ait plus de ça, par exemple. Je donne cet exemple-là. On a vu hier l'information sortir comme quoi l'aéroport d'Amsterdam réduisait il me semble, ses créneaux de décollage, bon bref, fixer des quotas pour réduire le trafic de l'aéroport, qui est quand même le plus gros d'Europe, il me semble. Réduire le trafic de l'ordre de 10% en 1 an. C'est beaucoup. Donc, c'est important à signaler comme petite victoire face à un camp adverse que je respecte, je ne compte pas en venir aux mains, pour qui on peut tout à fait doubler, voire tripler le trafic d'ici 2050, mais avec des carburants de synthèse durables. Vision que je ne partage pas, et les meilleurs moyens, enfin du moins, même si ça arrive, c'est à très long terme. En attendant, il faut obtenir des réductions d'émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre très vite, et le meilleur moyen de faire ça, il y en a 2. Un, c'est poursuivre ce que l'industrie aérienne a toujours réussi à faire, c'est-à-dire des moteurs plus efficients. Donc poursuivre sur cette voie-là, et il reste de la marge de manœuvre pour améliorer les moteurs existants. Et 2, limiter le trafic. Voilà. Donc,
à la fois sur le plan technologique et sur le plan de l'idée large de sobriété. Il est important de se fixer les objectifs et de signaler lorsqu'il y a des progrès. Et je ne veux pas non plus tomber dans la caricature du tout sobriété, pas du tout. Et si n'importe qui lisant par exemple les rapports du GIEC sur les solutions d'atténuation voit très bien qu'il y a à la fois des solutions d'atténuation de la demande et des solutions technologiques. Et au point où on en est, franchement, j'ai beau retourner le sujet dans tous les sens et l'équation dans tous les sens, il faut tout mettre en œuvre. Donc des solutions alternatives de production d'énergie, des solutions de gestion de la demande, des solutions de séquestration du carbone dans le sol, donc reforestation et agriculture de conservation. Les sols représentent de l'ordre de 20 à 30% de la solution pour la neutralité carbone. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC. 20 à 30%, on ne crache pas dessus, quoi. La gestion de la demande, donc la réduction de la demande, qui ne se limite pas qu'à la sobriété. C'est aussi, par exemple, l'adoption des technologies par les usagers. Donc avoir des voitures électriques, c'est une chose. Avoir des usagers qui les adoptent, avec les comportements qui vont avec, c'est quand même des changements de comportement, même si on réduit, même si c'est pas, c'est de la sobriété au sens large. On ne se comporte pas de la même manière dans un système électrique à 70% solaire et éolien que dans un système électrique à 5% solaire et éolien. Il faut davantage de flexibilité de la demande. Bon, bref, la gestion de la demande représente de l'ordre de 40 à 70% de la solution. C'est écrit noir sur blanc, tout autant. Et donc, pour répondre à votre question, un autre objectif, ce serait de rendre compte de l'étendue des solutions et du fait que, franchement, on n'a plus du tout le luxe de les opposer et qu'il faut tout mettre en œuvre. Voilà, j'essaie aussi d'informer dans ce sens-là. Je pense que les gens, évidemment, sont plutôt... il y a une ouverture d'esprit sur la partie technologique, mais je ne pense pas que les gens se rendent compte que le déploiement de ces technologies implique aussi des changements de comportement. Voilà, de nouveau, un système beaucoup plus électrifié qu'aujourd'hui et avec une électricité plus intermittente, ce n'est pas tout à fait la même société que celle d'aujourd'hui. Donc aussi faire comprendre déjà aux gens très pro-technologiques que les changements sociétaux font partie de la solution, et aussi quand même des gens très technosceptiques qui sont un peu sur le tout décroissance, que quand même sans la technologie on n'arrivera pas à grand chose. Donc voilà, des technologies de rupture comme la capture industrielle du CO2 dans l'atmosphère, je ne sais pas si c'est viable, si un jour on arrivera à les développer. Moi, franchement, en tant que père de famille et militant pour la paix sur Terre, si un jour on arrive à développer ce genre de truc, je suis content. Par contre, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là, et c'est important de se dire que oui, les ruptures technologiques potentielles, elles ne nous dispensent absolument pas, à très court terme, de faire avec les technologies et les marges de manœuvre sociétales existantes pour diminuer rapidement et radicalement nos émissions de CO2 et autres impacts environnementaux. On parle beaucoup du CO2. Voilà, évidemment, tout le reste va avec. Quelles sont les limites planétaires, justement, qui risquent notamment d'être dépassées ou qui sont déjà dépassées et voilà. Oui. Bon, je dois avouer, alors, il y a un framework, donc un cadre sur les limites planétaires qui est employé par les scientifiques qui font la synthèse sur ces sujets-là, dont je ne saurais pas malheureusement citer absolument tous les critères. Il y a le changement climatique dont on est en train de dépasser la limite. Il y a récemment l'eau verte, par exemple. Donc c'est l'eau du sol qui, pour X raisons, à la fois la surexploitation des sols et le changement, et les canicules et sécheresses à répétition, on pense avoir aussi franchi cette limite-là. Il y a les particules polluantes, voilà, plastique, chimique et autres. Malheureusement, tout ne me vient pas tout de suite. Il y a l'effondrement de la biodiversité, évidemment. Évidemment que à la fois la biodiversité terrestre et marine, même si c'est difficile de mesurer avec un seul indicateur, mais globalement, il semble qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte que notre manière d'utiliser les sols, entre les forêts en monoculture ou les terres agricoles labourées en monoculture, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de vie, que les océans, entre la surpêche, les pollutions chimiques, l'eutrophisation de l'eau et la création de zones hypoxiques, donc privées d'oxygène près des côtes, notamment en raison d'excès d'utilisation d'engrais agricoles. Donc c'est les algues vertes en Bretagne, par exemple.
d'ailleurs, des engrais de synthèse comme des engrais bio, hein, d'ailleurs, ceux qui sont responsables de ça. Bon. Toujours sur les océans aussi se réchauffent, ils s'acidifient, ils se désoxygènent. Voilà, tout ça est a priori défavorable à la vie marine. Il y a des épisodes croissants de blanchissement des coraux, qui sont une des bases de la vie marine. Enfin, les coraux sont des organes vitaux des océans et donc de la planète. Donc voilà, pour résumer, alors, changement climatique, c'est effectivement une limite qu'on est en train de dépasser. Et on soupçonne qu'au fur et à mesure qu'on franchit dixième de degré par dixième de degré, on augmente le risque de franchissement de points de bascule. Alors, il ne faut pas s'imaginer le film Le jour d'après ou du jour au lendemain, New York est sous la mer, ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt des phénomènes un peu plus lents, mais irréversibles. Mais parfois pas si lent que ça. Enfin, on craint que d'ici quelques décennies, l'Amazonie soit transformée en savane. Donc c'est à la fois du fait du changement climatique et de la surexploitation des sols, de la déforestation. Donc on est potentiellement en train de franchir ce point de bascule-là, ou la fonte des calottes glaciaires, ou le décrochage d'un glacier de l'Antarctique. Enfin, tout ça, plus la température se réchauffe, plus on prend le risque de franchir ces points-là. Donc ça, c'est une limite. Il y a la limite sur l'eau. J'y reviens, mais bon, là, on est poussé à rationner l'eau du fleuve Po en Italie, qui est un bassin économique, industriel, historique de l'Italie. Donc, voilà. Et on n'est qu'en 2022, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grosse capacité d'extrapolation pour se dire prolongeons la tendance encore 10, 20, 30 ans, on voit bien qu'il y a une limite. Le lac Mead aux États-Unis, donc le deuxième plus gros réservoir d'eau au monde, aux États-Unis, le deuxième plus gros réservoir d'eau aux États-Unis. Donc on parle de l'Ouest américain, qui est une des régions les plus prospères du monde et qui, voilà, là à nouveau, je fais appel à la capacité d'extrapolation de tout un chacun pour se dire ça peut pas durer éternellement. Il y a le sujet de l'agriculture et de l'épuisement des sols, donc par le travail excessif du sol, et on estime que, la FAO, faut me citer, estime que de l'ordre de 40% des terres sont des sols dans le monde sont dans un état de dégradation plus ou moins avancé. Donc, entre autres en raison du labour, donc du retournement du sol qui accroît les risques d'érosion. Comme le dit Marc-André Selos, les sols de la Beauce, donc région agricole française culture de céréales intensive, les taux d'érosion des sols de la Beauce sont équivalents à ceux des Alpes, alors qu'il n'y a pas la pente. Bon. Ça ne veut pas dire que demain, les sols de la Beauce sont désertifiés, mais petit à petit, on les épuise sur le temps long. Donc, l'eau, les sols, la biodiversité, le climat, les polluants, évidemment l'épuisement des ressources énergétiques. Alors, je ne sais pas combien d'années de pétrole il reste et qu'est-ce que ça veut dire, il reste tant d'années de pétrole, mais il y a beaucoup de limites sur le pétrole. Déjà, quelle que soit la quantité de pétrole que produise le monde, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas dans le sous-sol européen. Donc, peut-être que le monde déclinera à hauteur de, 1% par an en termes de consommation de pétrole. Peut-être que l'Europe, ce sera -2, -3% par an, ce qui est une descente assez rapide à laquelle il va falloir s'adapter très vite. On le voit en ce moment, là, rien que cette année, notre approvisionnement de pétrole et gaz est amputé pour raisons géopolitiques. Bon. Après, il y a des raisons géophysiques aussi, qui est qu'on doit aller chercher ce pétrole de plus en plus profond, que les nouveaux gisements ne sont pas aussi attractifs que les précédents. Certes, la technologie fait des progrès, mais il y a un sous-investissement chronique à la fois dans l'exploration-production, chronique, alors depuis 5-7 ans, un sous-investissement, parce que les investisseurs anticipent qu'à un moment, il va bien falloir faire quelque chose avec cette histoire de climat, parce que c'est un secteur moins attractif qu'avant aussi. Donc, il y a un sous-investissement dans l'exploration-production. Il y a aussi un sous-investissement dans les capacités de raffinage, ce qui explique en grande partie la hausse des prix actuels du carburant. Ce n'est pas que l'Ukraine, c'est aussi vraiment, on a sous-investi dans les capacités de raffinage, à la fois en Europe et aux États-Unis, ce qui explique... le seul prix du pétrole brut n'explique pas la flambée actuelle du prix du carburant. Voilà, je pense que ça fait quand même 5-6 limites qui ouvrent pas mal de chantiers. Et tout ça est lié. Je ne peux pas faire tous les liens de cause à effet, mais par exemple, évidemment, l'énergie influe sur le climat. Le dérèglement climatique entraîne des conséquences sur notre sécurité énergétique. Les événements climatiques extrêmes, par exemple les sécheresses, entrave notre capacité de production d'énergie hydroélectrique. Des tempêtes peuvent détruire des pipelines
des événements climatiques extrêmes de toutes sortes, inondations, canicules, peuvent entraîner des blackouts et des tensions sur le réseau électrique. Les canicules au Pakistan ont entraîné des blackouts parce que le réseau était vraiment sous tension, les gens se climatisaient beaucoup, bon, des choses comme ça. Donc les liens de cause à effet, ils sont multiples et complexes, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je peux en citer d'autres, mais les liens entre climat et agriculture. Enfin, bon, déjà, la chaîne alimentaire entraîne à peu près 30% du dérèglement climatique, à peu près, du réchauffement climatique. Donc la chaîne alimentaire émet du CO2 et contribue fortement au dérèglement climatique. Inversement, les événements climatiques extrêmes nuisent à la sécurité alimentaire et au rendement agricole. Mais aussi l'agriculture, une solution majeure, non seulement d'atténuation du dérèglement climatique en réduisant ses propres émissions, mais aussi de séquestration de carbone par des techniques d'agriculture de conservation qui présentent un énorme potentiel pour recapturer du carbone dans le sol et aussi nous adapter à un changement climatique devenu inéluctable. Donc notamment en améliorant la capacité d'éponge des sols. Donc en gros, quand il y a des inondations, on absorbe mieux le sol. Quand il y a des sécheresses, on libère mieux le sol. Donc voilà, tous ces liens de part et d'autre aussi, c'est des chantiers, on va dire, de recherche et d'information qui sont colossaux. Mais qu'est-ce que vous diriez en message d'espoir pour faire croire aux gens que le renversement de la tendance est toujours possible malgré la vitesse à laquelle c'est. Donc qu'est-ce que vous diriez par exemple à un auditeur qui nous écoute, qui oui, bien sûr, entrepreneur, pour le motiver à... Je leur dirais par exemple que quand je suis arrivé sur ces sujets, attends, non, pas quand je suis arrivé, mais il y a encore quelques années, on disait oui, ça va se réchauffer de plus 5, plus 7 degrés, ce qui évidemment serait totalement apocalyptique. Alors attention, parce que oui, c'est si on continue à augmenter nos émissions exponentiellement, mais c'est un scénario qui est extrêmement improbable. Déjà, il n'y a probablement pas assez de pétrole, de charbon, etc. pour faire ça. Ensuite, mine de rien, depuis 10 ans, les émissions de CO2 commencent à fléchir. On peut raisonnablement espérer les aplatir d'ici 10-20 ans, puis les décroître gentiment, ce qui n'est pas suffisant pour tenir les 2 degrés, mais potentiellement suffisant pour tenir les 2,5. Ce qui n'a rien à voir avec plus 3 degrés. Alors, plus 2 degrés, déjà, c'est énormément de problèmes. Je ne vais pas vous le cacher. Bon, voilà, là, maintenant, je n'ai pas le temps de développer, mais rien qu'en termes d'accroissement de la fréquence des canicules et tout, enfin, les canicules qu'on voit en France en ce moment deviendront la norme en 2050, par exemple. Voilà. Donc, ça suppose. Mais on peut s'y adapter. Après, enfin, plus ou moins, ça ne veut pas dire qu'on s'y adapter en se tournant les pouces. Ça entraîne des chantiers majeurs d'adaptation au changement climatique, de l'agriculture, du bâtiment, des transports, de tout. Donc ça, c'est enthousiasmant pour les jeunes. L'adaptation, tout comme l'atténuation, sont des chantiers enthousiasmants et on n'a de toute façon pas le choix. Donc je pense qu'on peut nourrir l'espoir en ayant un peu de chance aussi, parce que tout n'est pas entre nos mains, notamment, sans rentrer dans la technique, mais la sensibilité climatique est un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la réponse climatique à une concentration donnée de CO2. Donc, elle peut varier. Voilà. Mais voilà, si on n'a pas trop de malchance sur ce paramètre-là et qu'on fait des efforts, voilà, on ne peut pas demander la Lune manifestement, mais il y a quand même, entre le développement technologique, la prise de conscience et le fait qu'on n'ait pas le choix parce que voilà, les catastrophes s'abattent sur nous, donc il faut bien réagir. J'ai plutôt espoir dans notre capacité de réaction aux catastrophes, aux pénuries, et à prendre à bifurquer. Tenir les 2,5 degrés me semble possible, par exemple. Sur la population aussi, par exemple, les taux de fécondité baissent. La population de la Chine pourrait diminuer de moitié d'ici 50 ans. Vous pouvez aller rechercher, ce que je dis est tout à fait sourcé. Les démographes reculent sans cesse la date de ce qu'on appelle le pic démographique parce que les taux de fécondité, au Bangladesh, en Inde, les femmes sont à 2 enfants en moyenne par femme, donc sont quasiment au niveau français. Les gens souvent l'ignorent et elles le font sans coercition. C'est aussi une émancipation, ce que je raconte. C'est pas une dictature néo-malthusienne, stérilisation forcée, tout ça, du tout. C'est pas du tout ça. C'est de l'émancipation qui, en plus, fait que les modes de vie évoluent, les femmes gagnent des droits, elles font moins d'enfants, ce qui aussi donne un peu d'air à la planète et aussi réduit les risques futurs de souffrance, notamment dans des régions comme le Bangladesh, qui sont très vulnérables face au changement climatique, mais qui sont en train non seulement de s'enrichir. Le Bangladesh est plus riche qu'il y a 20 ans, donc a plus de moyens pour s'adapter, et leur population est sous contrôle. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je dis qu'il y a aussi
C'est alarmant, mais l'être humain est inventif. Là, pour aussi prendre l'exemple de la crise énergétique actuelle, en France, on dit souvent on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les chocs pétroliers des années 70 ont entraîné de grandes choses sur l'efficacité énergétique et le lancement de notre programme nucléaire. Là, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. En tout cas, je rencontre tous les jours des entrepreneurs très inventifs dans la mobilité, dans la production d'énergie, dans le transport de marchandises avec des solutions low-tech très efficientes. Enfin, voilà, les niveaux de gaspillage sont tellement importants que franchement, vous inquiétez pas, on en a sous le pied aussi et il y a de la place pour de l'inventivité. Et voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, qui vont dans le bon sens et ça multiplie les vocations potentielles pour les jeunes. Et puis voilà, peut-être aussi l'occasion de sortir de notre confort, de se reconnecter un peu au réel. Je pense que culturellement aussi, c'est un peu enthousiasmant. Alors je dis pas que tout va être rose, mais se mettre dans une posture plus humble, plus respectueux des uns des autres et des limites planétaires, plus respectueux de la nature. Voilà, je pense qu'on va se prendre aussi des claques pédagogiques, mais qu'on peut y réagir convenablement. Donc il y a beaucoup de raisons à espérer, il y en a d'autres que je n'ai pas énumérées là. D'accord. Tu veux poser une question, Julien, peut-être? À titre personnel, une dernière question. À titre personnel, quelle est votre vision du monde et quelle est votre vision de l'avenir? Parce que vous avez parlé de société, de technologie aussi, et comment on peut justement solutionner tous ces problèmes selon vous? Tout à fait. J'invite vos auditeurs, s'ils veulent aller plus loin, à regarder une de mes conférences que j'ai donnée auprès de Google France en janvier, qui est la conclusion de beaucoup de mes réflexions sur le sujet. Et depuis 6 mois, ce qui se passe me conforte dans ce que j'ai avancé. Ça tient en 3 mots. Décroissance, rationnement, géo-ingénierie. 3 mots qui peuvent faire peur. Voilà, il n'y a pas besoin de moi pour expliquer qu'il va encore y avoir des progrès technologiques. Évidemment, il va y en avoir. Néanmoins, oui, je pense qu'il se pose le choix entre une décroissance subie ou organisée, mais qu'il n'y a pas d'échappatoire à la décroissance. Quelle que soit la définition qu'on donne de la décroissance, mais globalement, une diminution de nos consommations énergétiques et matérielles, potentiellement aussi de nos niveaux de confort, de nos niveaux de protection sociale. Il y a beaucoup de pression démographique et de tension hospitalière, beaucoup de pression sur le système de santé. Peut-être qu'il va falloir un système de santé plus sobre, différent, et oui, peut-être moins consommateur. Bon, je ne m'étends pas plus Donc, décroissance. Si on commence à opter pour la voie de la décroissance choisie, un des leviers est le rationnement. Et donc, je n'aurais pas pensé que quelques mois plus tard, il y ait une guerre qui mette ce sujet clairement sur la table, notamment en Allemagne en ce moment. Mais donc, pareil, entre autres, dans les aides à la réflexion stratégique que je mène auprès de clients, il y a cette ouverture maintenant, évidemment, par la force des choses, sur le fait qu'il va falloir organiser la distribution de gaz, carburant, eau, nourriture, électricité. On s'apprête à passer aussi un hiver difficile sur le plan de l'électricité. Donc, il va peut-être falloir faire des choix, peut-être des distinctions entre usages essentiels et non essentiels, qui sont maintenant dans les esprits, des distinctions entre travailleurs essentiels et non essentiels dans la distribution du carburant. On l'observe là, par exemple, au Sri Lanka, on l'a observé dans l'histoire de l'Europe aussi. Donc voilà, le sujet du rationnement et plus généralement de la régulation politique, il n'y a pas que le rationnement, il y a des quotas sur la production, il y a des tarifications incitatives. Donc, vos premiers kilowattheures sont limite gratuits, puis plus vous consommez des kilowattheures, plus ça va être cher. On peut imaginer 1000 choses, mais je pense que la politique va être forcée à revenir, à mettre de l'ordre dans tout ça, voir que les entreprises d'importance vitale, comme RTE, comme GRT Gaz, comme EDF, comme Carrefour, vont être amenées à jouer un rôle régalien. Voilà. Et tout ça, c'est des monopoles ou des oligopoles, donc ça peut s'organiser. En France, tous les secteurs d'importance vitale, c'est... Voilà. Et géo-ingénierie, ça ne me fait pas forcément plaisir, mais à un moment, lorsqu'on parle du risque que des pans entiers de territoires comme le Golfe Persique ou l'Asie du Sud deviennent invivables, rien que du fait des vagues de chaleur humides, à un moment, on ne va pas juste rester les bras croisés à regarder les gens mourir. Donc, il y a des recherches qui, donc chaque jour, chaque semaine, je vois passer, effectivement, ça ne rentre pas tant que ça dans le domaine public, mais même dans la presse
mainstream, voilà, ça commence à sortir. Mais là, par exemple, les États-Unis qui lancent un programme de recherche sur la géo-ingénierie solaire pour essayer de réfléchir sur la gouvernance, sur les risques techniques autour de tout ça. Donc, il y a des techniques qui sont considérées. Je ne sais pas où ça va aller. Ce n'est évidemment pas sans risque. Moi, la seule question que je pose, c'est est-ce qu'à un moment, on aura le choix ? Et je ne suis pas du genre à éliminer des options qui pourraient limiter le risque de conflit. Donc, je considère absolument tout. Je suis originaire d'un pays particulièrement à risque aussi, voilà. Mais c'est-à-dire au milieu du siècle, hein, donc le Golfe Persique, voilà. Le risque dont on parle. Un papier de la NASA récemment est sorti que vos auditeurs peuvent regarder. Too hot to handle. Donc, il parle milieu du siècle du risque de vague de chaleur insupportable. Voilà, on ne peut pas décemment laisser faire ça. Donc, on pourrait en venir là, je pense. Je ne dis pas que ça me fait plaisir, je dis que c'est une possibilité. Voilà en 3 mots qui sont un peu provocateurs, mais je ne suis pas là pour provoquer, je suis là pour évoquer les possibles, les scénarios possibles. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait se passer, et peut-être qu'il n'y aura ni décroissance, ni rationnement, ni géo-ingénierie, mais je trouve que ce sont 3 scénarios plausibles qui ne s'excluent pas mutuellement, qui sont complémentaires.